Alors voilà, nous avons attendu les 5 minutes académiques pour que tout le monde puisse se connecter dans de bonnes conditions. Donc voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un atelier sur les métiers administratifs et de RH. Et donc nous sommes encore rejoints par quelques personnes, mais nous allons commencer maintenant. Alors au programme de cet atelier, nous allons avoir la présentation de différents métiers, ensuite la présentation des différentes formations liées à ces métiers, et puis, on aura la présentation de la pratique en entreprise et des stages. Et nous passerons en fin d'atelier aux questions-réponses et à la conclusion. Alors, pour que l'atelier se passe dans les meilleures conditions possibles, je vous demanderai à tous de bien veiller à fermer vos micros pour laisser les experts parler dans de bonnes conditions et que tout le monde puisse bien les entendre. Et alors, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, il y a un espace de discussion qui vous est proposé. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'espace de discussion et on les relaiera tout à l'heure. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes et donc nous avons la chance d'avoir plusieurs formateurs de l'EFP, dont Jean-Marie Jacquemin, qui est donc consultant indépendant en droit social, Virginie Laloy, qui est employée chez EscoPower, et Aurélia Dubuc, qui est journaliste et formatrice à l'EFP. Nous avons également la chance d'avoir 2 auditeurs qui partageront du coup leur ressenti par rapport à la formation. Nous avons donc Maria, qui est auditrice en emploi administratif, et Abdelkader, qui est auditeur en gestion du personnel. Et pour répondre aux questions relatives à la formation, nous avons Vinciane Hervers et Cindy Van de Straten du pôle service, ainsi que Soumaya Trifi, qui est déléguée à la tutelle et qui répondra à toutes vos questions à propos des stages, et Sylvie Piette, qui nous présentera, donc qui est conseillère pédagogique, et qui nous présentera un nouveau métier, une nouvelle formation à l'EFP. Alors, je vous propose de commencer tout de suite par le métier de conseiller en gestion du personnel. Et donc, je m'adresse à Jean-Marie Jacquemin. Est-ce que vous pourriez nous raconter ou nous expliquer une journée type du métier de conseiller en gestion du personnel? Oui, certainement. Je vais prendre la journée d'aujourd'hui, qui est le lundi 26 avril. Et à 9 heures, elle a commencé, comme d'habitude, par une réunion avec ma DRH. On a fait un état d'avancement des dossiers, on a planifié les actions à prendre. Et comme je suis chargé de la veille législative, de donner l'information sur l'évolution de la matière, de la réglementation, j'ai remis une note concernant une aide fiscale en matière de formation, une aide fiscale aux employeurs. Ensuite, à 10 heures, là, j'ai eu un entretien en tête-à-tête avec ma DRH, toujours, concernant le cas de Malika, qui est notre jeune ingénieur que nous avons recruté récemment pour prendre la direction du département recherche et développement. Elle éprouve les pires difficultés avec M. Dubois, qui ne supporte pas d'être dirigé par une femme plus jeune que lui et aussi plus compétente. Et nous nous sommes demandé comment nous allions régler ce conflit, essayer de le contenir et de le limiter. À 10h30, j'ai téléphoné à notre secrétariat social qui m'a demandé de toute urgence de le rappeler parce qu'ils sont en train de préparer la paye du mois d'avril qui doit être exécutée au plus tard ce jeudi, puisque chez nous, le personnel est payé le dernier jour ouvrable du mois et nous sommes à la fin du mois d'avril. À 11h, j'ai eu de nouveau une réunion avec ma DRH, mais là, avec tous les responsables de l'entreprise. Nous avons finalisé la liste des personnes qui, au mois de mai, devront travailler au siège et celles qui devront continuer à télétravailler, puisque vous savez que le télétravail est général et obligatoire. Et je dois communiquer cette liste à l'ONSS pour raison de contrôle au plus tard ce vendredi, puisqu'il faut communiquer cette liste tous les mois dans les derniers jours du mois qui précède. À 11h30, j'ai examiné avec la conseillère en prévention les offres que nous avons reçues pour organiser la formation de secouristes. En effet, nous ne sommes pas en règle avec la réglementation. Nous devrions avoir 3 secouristes et nous n'en avons aucun ou aucune. À 12h, j'ai assisté à un webinaire auquel je m'étais inscrit. Et le webinaire était, parce que je dois moi-même me former, me tenir au courant, et ce webinaire d'une association professionnelle de gestionnaires en ressources humaines était consacré à la réintégration des malades de longue durée. 13h, je me suis accordé une pause.
13h45, j'ai préparé le contrat de travail de M. Bernard. M. Bernard, c'est notre nouveau délégué commercial que nous avons engagé, qui commence lundi 5 mai. Et donc, son contrat doit être prêt. Mais en plus, j'ai dû prendre contact avec le service comptabilité parce que M. Bernard doit avoir une voiture de société. C'est notre service comptabilité qui s'occupe de la gestion de ses contrats. À 14h30, j'ai pu enfin prendre connaissance d'une lettre que nous a adressée l'ONSS. Ce n'est jamais des très bonnes nouvelles quand l'ONSS vous écrit, enfin pas toujours. Et ici, c'était pour nous annoncer un contrôle qui aura lieu le 3 juin. Et le contrôle va porter sur les avantages de toute nature que nous avons accordés aux employés en 2019 et en 2020. Donc, je dois avertir d'urgence le secrétariat social et je dois demander à la comptabilité de me tirer une liste de tous ces avantages qui ont été accordés pour être en mesure d'avoir une discussion avec l'ONSS le 3 juin. 15h45, j'ai rédigé un avis à placer sur l'intranet. En effet, le 5 mai, la société qui gère notre système d'enregistrement du temps de présence m'a annoncé qu'il ferait une maintenance du système informatique et donc les pointeuses ne vont pas fonctionner. On va placer une liste de présence à l'entrée et qui devra être signée. Et pour les distraits, ils devront passer au service du personnel pour signaler leur présence. À 16h, avec un collègue du service informatique, nous avons entré les données pour les titres de repas qui sont maintenant informatisés. Et ça doit être fait avant la fin de ce mois-ci pour que le personnel puisse avoir ces titres repas au mois de mai. Et puis à 16h30, je me disais que j'avais peut-être terminé à peu près ma journée, que j'allais pouvoir faire un peu de classement dans mes mails. Mais non, j'ai été appelé par le service achat. Lucien, mon collègue, est tombé dans les escaliers. Il faut dire qu'il était en train de lire ses textos sur son smartphone, ce qu'il faut éviter de faire. Et donc, il a raté quelques marches d'escalier. Il est un peu commotionné. Ce collègue m'a demandé ce que lui, il fallait faire, qu'il fallait le soigner. On va appeler le médecin. Mais je devrais, en ce qui me concerne, faire une déclaration à notre assureur accident du travail. Et je vais la faire de manière électronique. Voilà, ma journée du 26 avril est terminée et demain sera une autre journée. Elle sera encore différente de celle-ci. Et donc, toutes les tâches que vous venez de nous dire maintenant sont en fait des tâches que seront amenés à faire les futurs conseillers en gestion du personnel. Oui, tout à fait. Pour assister leur DRH, peut-être pas toutes les tâches, ils ne vont peut-être pas les faire toutes, mais quand même, en plus, si c'est une plus petite entreprise, ils seront amenés à être quand même assez polyvalents. Et ceci n'est pas du tout imaginaire, ce sont des situations auxquelles j'étais, moi, personnellement confronté. Ce qui est imaginaire, c'est la composition de la journée. Et les situations, ce sont des situations auxquelles on est confronté quand on est dans un service du personnel. Très bien, merci. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les avantages de ce beau métier? Alors moi, j'en vois trois. Je dirais d'abord que c'est une fonction à visage humain, puisque on s'occupe, on parle du personnel, mais ça veut dire qu'on s'occupe de ses collègues, c'est-à-dire, je dirais, la matière peut-être la plus précieuse dans l'entreprise. On l'a vu maintenant à l'occasion de la crise dans beaucoup de secteurs. Et donc, c'est la gestion du potentiel humain. On hésite à utiliser le terme ressources humaines parce que ça pourrait désigner, ça pourrait assimiler le personnel à de la marchandise, ce qui n'est pas. C'est une fonction qui est intéressante parce qu'elle est transversale. Comme j'ai essayé de le montrer dans l'exemple d'une journée, elle implique beaucoup de contacts à tous les niveaux. On a une vue générale du fonctionnement de l'entreprise. C'est nécessaire d'ailleurs de bien connaître ce fonctionnement. Par exemple, pour le recrutement, de bien connaître les métiers pour lesquels on va recruter. Quelles sont les exigences, quelles sont les qualifications pour ces recrutements. C'est une fonction qui est très variée, je trouve. La journée que je vous ai présentée, ça pourrait être une vraie journée dans la vie réelle. On est appelé à faire beaucoup de choses différentes. Voilà pour les avantages. Et alors, les contraintes éventuelles? Les contraintes, oui. Alors, les contraintes, je dirais que c'est ce que je dis toujours au début de la formation, c'est une fonction avec un inconfort certain parce que le cadre réglementaire évolue tout le temps. On l'a vu maintenant avec la crise Covid-19 où les secrétariats sociaux, les caisses d'assurance sociale pour indépendants, les services du personnel ont dû tout le temps, je dirais presque semaine après semaine, s'adapter. Prenez l'exemple du télétravail, d'abord chaudement recommandé, puis ensuite obligatoire, sous peine de sanctions. C'est un exemple. Donc ça nous oblige à
ça vous contraint à des aptitudes d'adaptation. C'est sans doute vrai pour tous les métiers, c'est certainement vrai pour celui-là. Il faut savoir qu'il faudra tout le temps évoluer, se remettre en cause, s'adapter. Une autre contrainte que je verrais, c'est qu'on est un employé, au service de l'entreprise, on est engagé comme employé, mais on n'est pas un employé comme les autres parce qu'en fait, on est très près de la direction. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on est un conseiller, c'est conseiller en gestion des ressources humaines de la direction. Et donc, ça peut parfois apparaître comme étant schizophrénique de devoir dire non, par exemple, à des revendications de la délégation syndicale parce que ce n'est pas possible financièrement. Troisième, oui, ou alors brièvement sur le troisième point, d'accord. C'est certainement une fonction qui peut générer un stress important. J'essaie de le montrer dans la paye. Tous les exemples que j'ai donnés, ça doit être résolu dans l'urgence. Il y a un ordre de priorité, mais par exemple, la paye, bien, ça n'arrête jamais. Quand on aura terminé la paye du mois d'avril, il faudra songer déjà à celle qui viendra à la fin du mois de juin, le pécule de vacances, etc., etc. Merci beaucoup. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot assez rapide sur les débouchés dans le métier? Oui, je dirais j'en vois 4 certainement. Donc les services du personnel, qu'on appelle le service RH, les secrétariats sociaux qui cherchent quand même personnes, notamment des bons gestionnaires de paye, même si ce n'est pas un métier qui est considéré comme très excitant, les caisses d'assurance sociale pour indépendants, les entreprises de travail intérimaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de contrats qui sont à suivre par définition. Et alors, je verrai aussi le domaine des prestataires de services RH. Il y en a beaucoup sur le marché, soit dans le recrutement, soit dans les conseils pour implanter, par exemple, un système d'évaluation, les classifications de fonctions. Donc, ce sont des entreprises privées qui font du conseil RH et qui sont donc, je dirais, offreurs d'emploi dans ce secteur. Merci beaucoup, Jean-Marie Jacquemin. Alors, je vais demander à Bousmen Abdelkader, donc, qui est auditeur à l'EFP, s'il peut ouvrir son micro et du coup répondre à cette question. Comment vivez-vous votre formation entre les stages, les cours et votre vie privée? Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, personnellement, je travaille à la STIB et donc, j'ai pas eu l'occasion de faire des stages. Sauf que ça n'a pas empêché justement de suivre cette formation avec une grande patience parce que j'ai aimé tout ce qui concerne la législation sociale et aussi le contact humain. C'est pour ça que voilà, j'ai choisi cette formation. Et je confirme aussi la contrainte qui a été annoncée par M. Jean-Marie Jacquemin, puisque je me souviens bien au début de la formation, il nous a bien parlé de ça. Donc, il nous a dit que si vous cherchez un métier de confort et de ne pas se casser la tête, donc ce n'est pas vraiment la bonne formation, vous pouvez toujours vous rétracter et vous inscrire dans une autre formation. Et pour ce qui concerne la vie privée et de suivre les cours personnellement, donc je me suis arrangé avec mon employeur et à chaque fois j'essaie de sortir un peu plus tôt. Et, certes que ça demande beaucoup d'efforts que ce soit par rapport à la concentration et aussi par rapport à la préparation pour les examens parce que on se dit que c'est une petite formation en cours du soir, mais ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de motivation et d'implication. Donc voilà. Merci beaucoup, Abdelkader. Alors, on va passer maintenant au deuxième métier, qui est le métier d'employé administratif. Et donc, je vais donner la parole à Madame Laloy Virginie. Et donc, Virginie, pouvez-vous nous raconter une journée type de votre métier employé administratif? Alors oui, bonjour à tous. Donc, je vais me permettre de raconter deux types de journées que j'ai eu l'occasion de passer. Donc, dans mon job actuel, en fait, j'arrive, je check mes emails. On reçoit beaucoup d'emails. J'ai d'une part ma boîte mail perso et on gère aussi une mail commune. Donc, tout le monde sait voir ces emails-là. Et par rapport à cette boîte mail, je catégorise les emails. Donc, je dis, voilà, mail 1, mail 2, c'est pour personne 1.
mail 3, c'est pour personne 2, etc. Comme ça, chacun sait gérer ses mails. Et puis, après, moi, je check mes mails. Et une fois que les mails sont traités relativement en diagonale, je vais dire, on prend les dossiers et on gère les dossiers en fonction des mails qu'on a reçus. Et en fait, donc, la journée se passe comme ça. On finit un dossier, puis on prend le mail suivant, le dossier suivant, et on travaille en fonction des informations qu'on reçoit parce que je travaille avec différentes personnes en interne dont j'attends des informations. Je demande aussi des informations par mail, par exemple pour un transport. Donc, je n'ai pas les infos tout de suite, donc je dois attendre. Une fois que je reçois l'information, je dois retourner dans mon dossier. Donc, voilà comment mes journées actuelles se passent et tout ça en fonction, évidemment, des priorités et des urgences qui tombent. Une autre journée type que j'ai eu l'occasion de vivre dans un précédent job, c'était plutôt routinier. Donc, on arrivait, on checkait ses emails aussi. Il y avait d'une part des mails perso et une boîte commune où là, on splittait aussi le travail entre les différentes personnes du service. Et ensuite, après, tous les membres du service devaient réaliser un travail de routine qui consistait à la libération des médicaments. Je travaillais dans une entreprise pharmaceutique. Là, on devait, à 11 h, c'était terminé. On devait arrêter ça. Et après, on avait chacun nos tâches spécifiques par rapport au travail du service. Et ces tâches, en fait, changeaient d'une semaine à l'autre. Comme ça, c'était pas trop routinier, pas trop répétitif. Une semaine, on faisait ça. La semaine d'après, on faisait ça. Mais chaque semaine, on avait notre responsabilité. Et ce genre de routine nous prenait en général le reste de la journée et on consacrait une petite heure sur le reste de la journée à faire un travail bien particulier qui nous était assigné. Donc voilà en gros nos journées types. Merci beaucoup Virginie. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 2 formateurs qui vont nous parler de ce métier d'emploi administratif. Et donc Aurélia Dubuc, si vous avez une phrase à dire pour compléter un peu la journée type ou une expérience personnelle, je vous en prie. Alors bonjour, moi je ne travaille pas comme employée administrative, donc je n'ai pas du tout l'expérience de Virginie. Je vais parler par rapport à la matière que j'enseigne, qui est la communication écrite. Virginie pourra me confirmer, j'imagine, que ce soit des courriers écrits à la main ou sur l'ordinateur, ce qui est quand même plus fréquent aujourd'hui. Il y a quand même tout un savoir-faire qui est très important pour les employés. Je dirais que les employés administratifs représentent l'entreprise pour laquelle ils travaillent, hein. Donc, mine de rien, même en 2021, mes élèves pourront me dire, je suis un peu à cheval sur l'orthographe, mais je trouve que c'est une politesse, en fait. Et en tant qu'employé administratif, on est vraiment l'image de son entreprise. Et je pense que c'est très important de bien écrire, de veiller à son orthographe. Voilà, c'est ce que j'essaye de transmettre. Merci beaucoup, Aurélia. Alors, je vais revenir à Virginie. Et Virginie, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots aussi quels sont les avantages et les contraintes du métier d'employé administratif ? Oui, alors je confirme absolument tout ce que Aurélia a dit. C'est très important en tant qu'employé administratif d'avoir une bonne orthographe et de savoir un petit peu comment amener les idées dans un mail notamment. Alors les gros avantages de ce job-là, à mon sens, c'est la pratique des langues. C'est très, très, très polyvalent. Il y a une grande variété dans le travail actuellement. On demande aux gens d'être polyvalents, mais c'est sympa parce que justement, ça fait passer les journées très, très vite. Alors, on a beaucoup de contacts avec, en ce qui me concerne, le monde entier, vu que je pratique les langues au sein de mon travail. Un gros avantage pour moi aussi, c'est que j'adore la paperasse, donc c'est un boulot que j'adore. J'adore tout ce qui est organiser, ranger, tout ça, et aussi aider et pouvoir rendre service. Donc, c'est-à-dire quand je reçois un mail, ça me tient à cœur de pouvoir solutionner ce qu'on me demande dedans. Et alors, un gros avantage, et non des moindres, c'est que, on est assis. Mine de rien, ça reste un avantage. On a l'opportunité de gérer sa journée un petit peu comme on veut par rapport à ses pauses. On peut boire un café quand on veut, on peut manger un petit bonbon, ce qui n'est pas le cas des gens qui travaillent à la chaîne, par exemple. Alors, au niveau des contraintes, ça peut également être une contrainte de rester assis. Alors, pour ma part, j'ai eu la chance de connaître et de connaître encore actuellement des jobs où j'étais en partie assise, mais je devais aussi beaucoup aller voir les produits dans le magasin. Donc, ça permet de bouger, ça permet d'aller voir des gens. Donc, ce n'est pas uniquement on est assis et on taffe, on voit un petit peu autre chose dans sa journée aussi. Et c'est très important, comme disait M. Jacquemin, c'est important de savoir, ce n'est pas parce que je suis à mon bureau et que j'encode une commande ou une facture
que je ne dois pas savoir comment le produit il est emballé. C'est important de le savoir aussi pour pouvoir mieux faire son travail à l'ordinateur. Alors, des contraintes, ça pourrait être aussi des horaires de bureau qui ne sont pas toujours spécialement adaptés aux horaires d'école, par exemple. Une autre contrainte, ce serait de devoir utiliser une langue qu'on ne maîtrise pas bien. Et alors, on demande aussi parfois de travailler dans l'urgence. Donc, il y a beaucoup de jobs où on demande d'être stress résistante, comme on dit maintenant. Donc, voilà, c'est toutes des choses. Il faut faire la balance entre ce qu'on veut, ce qu'on accepte, ce qu'on aime. Donc, ce n'est pas possible d'avoir le job parfait. Donc, il faut faire avec les deux. Voilà. Ok, super. Alors, rapidement, au niveau des débouchés, comme ça on peut passer au métier suivant. Moi, ce que je vois, c'est qu'on peut postuler partout, parce que partout, il y a de l'administratif à faire. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler vers un métier qui vous parle. Si vous aimez les voitures, vous postulez dans un garage, par exemple. Moi, je ne connaissais pas le monde pharmaceutique. J'ai découvert ça, j'adore. Maintenant, je serais plus encline à postuler vers une société pharmaceutique qu'auparavant. Et alors, on peut aussi penser à tout ce qui est guichet d'accueil. Donc, je pense au guichet d'accueil à Peridaisa. Vous accueillez les gens qui vont demander des renseignements. On pense au guichet d'une banque aussi, c'est un travail administratif. Vous serez formé. Mais donc, voilà, il ne faut pas se limiter juste à ce qu'on a en tête. Il faut vraiment ratisser l'arche. Et on peut ratisser l'arche tant qu'on est formé pour ce qu'on demande dans le travail, forcément. Merci beaucoup, Virginie. Alors, j'avais oublié, on a notre auditrice, Maria Augusta, qui est présente. Et donc, Maria Augusta, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, comment se passe ta formation et comment tu gères tes stages et tes cours? Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je vais dire que cette formation a ajouté dans ma vie beaucoup de dynamisme parce que vu la situation actuelle avec le télétravail, c'est pas toujours évident. Mais c'est une formation où tu dois être toujours presque au bureau parce que voilà, tu dois accueillir des gens, par exemple, mais maintenant, comme c'est tout fermé, on gère plutôt par téléphone et par mail. Et donc, comme je travaille dans une petite entreprise, j'ai la possibilité et l'opportunité d'avoir beaucoup de tâches très polyvalentes. Moi, je suis comme aidant de directeur administratif et financier. Une partie des tâches sont liées à la comptabilité, donc ce sont les classements et les encodages des factures de vente et des achats, de préparer le relevé de stock et de suivre ceci. Voilà. Ce qui est lié au cours, on apprend des métiers qui sont très pratiques. Jusque ce moment-ci, j'ai appris beaucoup de choses et je suis contente parce que tous les cours qu'on suive, ce sont des choses très, très pratiques que j'utilise dans mon monde de travail. Voilà, c'est compliqué un peu avec de gérer son temps, mais voilà, c'est aussi un métier que nous apprend de gérer notre priorité et les urgences. Et aussi, on a des cours par rapport à ça. Et voilà, pour moi, la plus grande opportunité de ce métier, c'est le pouvoir de savoir comment fonctionne une vraie entreprise, quelles sont toutes les subtilités. Et voilà, c'est de connaître aussi les gens, d'avoir des échanges toujours. Voilà, pour moi, c'est très attirant. Merci beaucoup, Maria. Merci pour ton témoignage. Alors, nous allons passer maintenant au métier de conseiller en relations publiques, qui est en fait une toute nouvelle formation. Et donc, je passe la parole à Sylvie Piette, qui va nous la présenter. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors, la journée type va dépendre de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ou si vous travaillez au sein d'une agence de relations publiques, de votre entreprise cliente et de ses objectifs stratégiques. Alors, par exemple, l'entreprise pourrait souhaiter fédérer ou rassembler son personnel autour d'un projet commun. Elle pourrait solliciter votre collaboration pour moderniser son image. Elle pourrait aussi souhaiter lancer un nouveau produit ou un nouveau service, etc., etc.
Alors, pour contribuer à la réalisation de cet objectif, vous allez accompagner l'entreprise dans sa communication autour de ses différents projets. Alors, pour cela, vous allez définir un plan de communication. Vous allez participer à la définition de ce plan de communication et des actions de communication qui vont devoir être menées pour atteindre l'objectif fixé par l'entreprise. Alors, prenons l'exemple d'un lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Vous pourriez, par exemple, définir les actions de communication suivantes, comme organiser un événement de lancement de produit, insérer des informations sur le site Internet, faire connaître le nouveau produit via les réseaux sociaux, mener une campagne de relations avec la presse, tenir un stand sur un salon professionnel, réaliser un dépliant, etc., etc. également. Alors, vous allez devoir également définir un budget et vous y tenir. Et une fois que le plan de communication sera défini et validé par votre entreprise ou par la direction de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, eh bien, vous allez devoir mettre en œuvre les actions de communication que vous aurez préalablement définies. Donc, par exemple, si vous avez défini le fait que vous alliez organiser un événement, vous allez devoir organiser cet événement. Alors, soit vous allez l'organiser seul de A à Z, soit vous allez faire appel à des prestataires extérieurs. Donc, vous pourriez, par exemple, dans le cadre de l'organisation de votre événement, faire appel à une agence événementielle pour l'un ou l'autre aspect de l'organisation de votre événement. Vous pourriez faire appel aussi à un infographiste pour vous aider à mettre en page un dépliant ou une brochure. Ou vous pourriez faire appel à un réalisateur pour réaliser une petite vidéo. Donc voilà, vous avez aussi toute une série de relations à gérer avec des prestataires externes. Alors, dans le cadre de votre travail, bien évidemment, vous allez devoir aussi entretenir un réseau de relations internes et externes en fonction de vos publics cibles, des publics que vous aurez également préalablement définis au travers de vos plans de communication. Super, merci Sylvie. Alors, si tu as terminé sur le conseiller en relations publiques, on passerait tout doucement aux formations. Oui, j'avais aussi peut-être des avantages et des inconvénients, ou des contraintes en tout cas, à formuler. Donc, si tu me le permets, si je dispose encore de quelques minutes. Donc, il s'agit bien d'un métier de la communication. Et donc, si vous aimez les relations avec les autres, il s'agit en effet d'un métier relationnel. Vous allez entretenir des contacts avec différents publics. Donc ça, je pense que c'est vraiment un avantage lié au métier, en tout cas si vous aimez le relationnel. Alors, au niveau des contraintes, si vous travaillez à Bruxelles, bien évidemment, vous allez communiquer en français, mais vous allez aussi probablement communiquer soit en néerlandais, soit en anglais, soit les deux. Donc, il faut aimer, bien évidemment, également les langues étrangères. Alors, comme pour l'emploi administratif, vous allez être amené à rédiger des textes pour différents supports. Ça fait d'ailleurs vraiment partie de votre cœur de métier. Donc, il faut aimer, bien évidemment aussi, communiquer par écrit. Au-delà de la communication orale, évidemment, qui est un aspect extrêmement important dans les relations. Donc, il faut aimer argumenter, il faut aimer structurer l'information, rendre le contenu attractif, tout en apprenant petit à petit à utiliser des référentiels de conjugaison et de grammaire, des outils de correction, afin de produire des outils professionnels et de qualité. Merci beaucoup Sylvie. Alors, on va passer maintenant aux formations. Je suis désolée, le temps file. Et si on veut garder un peu de temps pour les questions qui sont déjà bien nombreuses, je passe la parole à Vinciane Hervers. Bonjour à tous. Alors voilà, je vais essayer d'être précise et concise dans tout ce que je vais dire pour respecter le temps. Alors, je vais recommencer par conseiller en gestion du personnel. Donc, pour cette formation, c'est une formation qui s'organise en 2 années, 2 soirs par semaine sur les lundis, mercredis, vendredis. Donc, j'ai dit 3 jours longs, donc ça veut dire 2 soirs par semaine parmi ces 3 jours-là.
Pour accéder à la formation, vous devez être en possession d'un CESS, donc certificat d'enseignement secondaire supérieur, donc une 6e générale, une 6e technique, une 7e professionnelle. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez présenter à l'EFP un examen d'admission pour pouvoir, aux conditions CESS, pour pouvoir rentrer dans la formation. Au terme des 2 années, vous obtenez un diplôme de coordination et d'encadrement. En ce qui concerne le métier d'employé administratif, donc cette formation est une formation en 1 an où la pratique est obligatoire. Pour pouvoir rentrer dans la formation, vous devez avoir le certificat d'enseignement secondaire inférieur. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez présenter aussi un examen d'admission, là aux conditions certificat d'enseignement secondaire inférieur. Donc, les conditions d'admission sont assez ouvertes. Au niveau du timing, on est sur 12 heures de cours par semaine. Donc, ça veut dire un jour complet et un demi-jour. On a actuellement une classe qui se passe le vendredi et le samedi. Donc, le samedi toute la journée, le vendredi 4 heures sur la journée. On est en train d'ouvrir une 2e classe éventuellement sur le mercredi soir et le samedi. Mais là, c'est encore avec des points d'interrogation par rapport aux horaires. Mais donc, comptez 12 heures de formation par semaine pour cette formation. Vous obtenez au terme de l'année donc aussi un diplôme de coordination et d'encadrement. En ce qui concerne la 3e formation, et je vais très très vite, conseiller en relations publiques, là c'est une formation sur 2 ans, donc 2 ans de formation, à savoir 2 soirs par semaine. On les a définis pour le moment à titre indicatif le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc la même chose que pour conseiller en personnel, donc 2 soirs semaine. Conditions d'admission, CESS. Et si vous n'avez pas le CESS, donc je rappelle, le CESS, c'est certificat d'enseignement secondaire supérieur, donc 6e générale, 6e technique, 4e, non, je dis une bêtise, pas 4e, 7e professionnel. Et si vous ne l'avez pas, possibilité de présenter également un examen d'admission aux conditions CESS. Vous obtenez au terme des 2 ans un diplôme chef d'entreprise, mais également un diplôme un certificat de gestion. Voilà. Super. Merci pour la rapidité des infos, Vinciane. Et alors, nous passons maintenant à la pratique en entreprise avec Madame Soumaya Srifi. Merci Charlotte. Bonjour. Alors, comme vous le savez, donc l'alternance, c'est quoi? C'est une méthode pédagogique en 2 temps, 2 lieux, donc c'est-à-dire apprendre en travaillant. Alors, on a une formation pratique en entreprise et on a une formation technique et théorique au centre de formation. Alors, la convention de stage, c'est un contrat tripartite qui est signé entre l'apprenant, l'entreprise et le délégué à tutelle. Alors, quel est le rôle du délégué à tutelle? Eh bien, c'est le référent entre l'apprenant, entre le patron formateur, donc l'entreprise où se déroulera le stage, et le centre de formation. Alors, le délégué à tutelle encadre et accompagne l'apprenant tout au long de sa formation. Donc, on a des formations qui durent 1 an, comme pour la formation d'emploi administratif. On a d'autres formations qui se font sur 2 ans. Le délégué à tutelle est aussi là pour aider éventuellement à choisir le métier qui pourrait convenir au mieux à l'apprenant. Alors, il faut savoir aussi que le délégué à tutelle établit un parcours de formation qui est établi sur la durée de la formation, 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Et le délégué à tutelle aussi aide à la recherche d'un stage, donc d'une entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter évidemment à revenir vers le délégué à tutelle qui est là aussi pour aider à la recherche d'entreprise si le candidat a des difficultés à ce niveau-là. Le délégué à tutelle aussi veille au respect de la convention de stage et donc du plan de formation, comme je vous l'ai dit.
en ce qui concerne toute la partie donc, qui est vue en entreprise et toute la partie qui est vue au centre de formation. Il s'assure aussi donc, de la présence régulière en entreprise et de la présence aux cours qui sont donnés au centre de formation. Le délégué tutelle aussi joue un rôle de médiateur et aide à trouver la meilleure solution en cas de désaccord, je dirais, entre l'apprenant et l'entreprise durant la période de stage. Et il a aussi un rôle de conseil et d'accompagnement pour les entreprises dans toutes les démarches qui sont liées à la formation des apprenants. Alors voilà, je vous inviterai pour toute autre question à contacter, pour toute question de conseil, contacter un délégué tutelle. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le site internet. Voilà. Merci. Merci Soumaïla. Alors écoutez, voilà, vous avez donc la pratique en entreprise qui passe à l'écran. Nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Donc Cindy, si tu as des questions qui ont été posées dans le chat, elles ont été nombreuses, tu peux les relayer maintenant. Oui, en effet, j'ai 2-3 questions ici, notamment en ce qui concerne les langues dans la section de employés administratifs et aussi gestion du personnel. Les personnes se demandaient, ben voilà, notamment une personne qui avait une faiblesse en néerlandais, donc ça c'est un employé administratif, qui avait une faiblesse en néerlandais et donc elle voulait savoir si elle devait se mettre à niveau. Alors, oui, c'est toujours intéressant de se mettre à niveau. Après, il ne faut pas se mettre la pression avec ça non plus. Il existe de nombreux jobs où il y a juste le français qui est demandé. Dans mon boulot actuel, moi, je suis bilingue anglais, donc je pratique l'anglais tous les jours. Je dois parler néerlandais. Mon niveau de néerlandais est relativement basique, mais je me débrouille très bien avec. Donc, oui, je dois le travailler, ça c'est clair. Donc, je dirais qu'il faut un petit peu cibler vos recherches d'emploi vers des jobs où les langues sont peut-être pas trop demandées. Après, si vous faites le tour des offres d'emploi sur Internet, vous verrez qu'on demande des langues partout. Donc, oui, c'est un point important à travailler, mais il ne faut pas trop se mettre la pression avec ça. Faites avec ce que vous avez et vous faites de votre mieux. Je peux peut-être ajouter au niveau de la formation employée administrative, nous avons fait le choix de donner des cours de néerlandais. Donc, mais bon, voilà, on peut comprendre qu'en un an, avec un nombre réduit d'heures, on ne va pas faire de vous des personnes bilingues. Mais en tout cas, on va essayer de vous donner les outils pour pouvoir travailler les langues en dehors du centre de formation et de savoir comment apprendre une langue, notamment via des plateformes comme Brulingua, etc. Mais clairement, effectivement, souvent dans les recherches et dans les annonces, les langues sont importantes, on ne peut pas le nier. Par rapport à… là, on a répondu par rapport à employés administratifs au niveau conseiller en gestion du personnel et relations publiques. Je pense que ça dépendra de l'endroit où vous allez postuler. Oui. Alors, nous avons également… je ferai la même réponse que pour les employés administratifs. C'est vrai qu'on on est sur Bruxelles. Donc, effectivement, les entreprises demandent assez souvent un bilinguisme. Ça dépend évidemment le niveau de bilinguisme, le niveau des fonctions, mais au moins un bilinguisme passif. Dans le cours conseiller en gestion des ressources humaines, il n'y a pas de cours de langue qui est prévu. C'est chaudement recommandé si vous avez l'occasion. C'est vrai que le programme est déjà assez complet. Si vous avez l'occasion de suivre des cours de langue, d'améliorer votre bilinguisme, voire votre trilinguisme, c'est vrai. Ma collègue parle du secteur pharmaceutique. Vous voyez le nombre d'entreprises dans le secteur des biotech qui ont été rachetées par des Américains ou par des Anglais. Donc, on a une direction alors qui tout d'un coup devient anglo-saxonne et donc on demande au personnel de connaître à tous les niveaux d'ailleurs, d'avoir un certain niveau d'anglais. Et comme vous dites, ça dépend. Si la formation vous intéresse, allez-y. La question des langues, vous aurez la motivation et vous pourrez la régler en cours de route. Les formations bureautiques, informatiques et langues, c'est les plus demandées. Je vais vous couper parce qu'on a pas mal d'autres questions, oui, notamment à propos des stages. Et donc, on nous demande comment se passent les stages, s'il y a une aide pour trouver un stage
combien de fois par semaine doit-on aller du coup à l'endroit de stage et comment la rémunération se passe-t-elle avec le chômage? Donc là, Soumaya, c'est plutôt des questions un peu pratico-pratiques pour toi. Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc pour la recherche de stage, c'est l'auditeur qui doit rechercher un stage, mais le délégué à tutelle est là pour l'aider dans sa recherche. C'est-à-dire qu'on a des entreprises avec lesquelles on a l'habitude, je dirais, de travailler, on peut remettre les coordonnées aux auditeurs. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller vers le délégué à tutelle de référence. Pour les stages, donc, ce sont des stages rémunérés. Donc, on a une rémunération qui va de 464 € plus ou moins pour la première année on arrive à 785 pour la deuxième année. En tout cas, voilà, pour les formations qui se donnent en 2 ans. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autres comme question, Charlotte? Alors, il y avait la rémunération. Je peux dire aussi au niveau de l'horaire, on est sur un 38 heures semaine, y compris les heures de cours. Donc, tout dépend de la formation qui est donnée. Voilà, pour la formation administrative, on a plus ou moins 12 heures de cours. Et bien, le reste du temps, c'est en entreprise pour arriver à un 38 heures semaine. Merci, Soumaya. Cindy, est-ce que tu avais d'autres questions dans le chat? Oui, j'avais encore une question, notamment par rapport au stage, mais ça, c'est peut-être un petit peu plus particulier dans la mesure où voilà, j'avais une dame qui travaille et donc qui se demandait comment justifier du stage, justement parce qu'elle travaillait. Donc, elle se demandait voilà, comment elle pouvait s'organiser pour faire son stage. C'est le métier quel métier, Cindy? Employé oui, employé administratif ou gestion du personnel. Et donc, gestion du personnel, ça ne pose pas trop de problèmes puisqu'en gestion du personnel, le stage n'est pas obligatoire. Par contre, en employé administratif, la pratique en entreprise est obligatoire et donc ça veut dire que si cette dame travaille, elle devra minimum prester 250 heures de stage non rémunéré. Merci Vinciane, merci Cindy. Alors pour le moment, il y a un sondage qui passe à vos écrans. Ce sondage est assez important parce qu'il nous permet évidemment de pouvoir nous évaluer pour la prochaine édition si jamais. Pour les questions, parce que nous avons un deuxième atelier qui nous suit cette soirée. Pour le reste des questions, on peut les relayer au pôle service? Oui, tout à fait. Un petit mot à ce niveau-là, Vinciane? Donc, vraiment, la réponse à vos questions est toujours parfois assez précise en fonction de votre situation personnelle. Et donc, vous pouvez nous adresser vos questions à pôle.service, @efp.be. Donc, pôle.service@efp.be. Je pense peut-être, Cindy, si tu peux le noter dans le chat, comme ça les personnes ont accès visuellement. Voilà, vraiment, n'hésitez pas, on répondra à toutes vos questions plus individuellement et n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Vinciane. Alors, si vous avez envie de vous inscrire à l'une des formations qui a été présentée durant cet atelier, c'est tout à fait possible. Les inscriptions, c'était aussi une question du chat, démarreront à partir du 10 mai. Donc, le 10 mai, rendez-vous sur le site efp.be et il y aura du coup un formulaire adulte qui vous permettra de vous inscrire à la formation que vous souhaitez. Alors, on arrive tout doucement à la fin de notre atelier ensemble. Donc, pour des questions plus généralistes qui touchent d'autres formations éventuellement, vous pouvez toujours contacter l'EFP à l'adresse suivante, info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. L'EFP est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. N'hésitez surtout pas à venir les consulter, notamment la chaîne YouTube qui recèle pas mal de vidéos, de témoignages et d'informations sur les métiers. Donc voilà, c'est aussi une belle base de données si vous souhaitez faire un choix de formation. Et du coup, il me reste à vous dire merci aux personnes qui ont répondu au sondage, ça nous aide énormément et donc je vais le clôturer maintenant.
Je vous remercie à tous nos intervenants, donc aux formateurs qui étaient présents, à nos auditeurs, au personnel de l'EFP et du SFPME. Et donc, on vous dit à bientôt parce que oui, le Litour des métiers, ce n'est pas terminé. Il y a encore pas mal d'ateliers durant toute la semaine. Et là, Vinciane, on va attaquer le dernier de la journée pour nous. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.